Essayez toujours de démarrer à l'heure, si possible, parce qu'on donne rendez-vous à pas mal de monde, n'est-ce pas? Merci d'avoir pris du temps dans ces circonstances si Ouais, particulières. du coup, j'aurai un peu moins de temps que prévu, mais je pense qu'on vous a prévenu parce que j'ai une cellule de crise à 19h, il faut que j'y sois. Mais, tout à fait. Comme c'est dans la salle de crise qui est à côté, ça ne prendra pas trop de temps, mais il faudra que je me déconnecte à 57. Ouais. on comprend bien les difficultés et on apprécie d'autant plus votre intervention. Alors, Régis Passérieux est le directeur du master. Peut-être, Régis, tu peux dire quelques mots sur ce master? Oui, donc c'est un master de management des affaires publiques qui a des fonctions assez classiques de préparer à la fois à des postes contractuels, soit dans la fonction publique, hospitalière, territoriale, nationale, sachant que les contrats commencent à se développer lentement, mais ça commence un petit peu à se développer en proportion. Et aussi du côté dans le secteur privé, dans le secteur des organisations professionnelles. Beaucoup d'étudiants, d'ailleurs, ont déjà des potentialités presque scellées, ou dans les secteurs des affaires publiques des grandes entreprises, et d'autre part à fournir la préparation aux concours administratifs, aux différents concours administratifs. Donc on est dans le classique, sinon que dans ce master, on essaie d'être un petit peu plus innovant dans les schémas assez classiques de préparation au concours, c'est-à-dire d'y mettre beaucoup d'ingrédients sur les analyses systémiques, la conduite du changement, sur la partie réseau d'influence, sur la communication, sur la gestion de crise. On a fait une semaine entière en collaboration avec le ministère de l'Intérieur. Je travaille avec l'Institut d'études du ministère de l'Intérieur, qui est l'ancien INESJ devenu IHEMI, où ils ont fait carrément des exercices de crise. Les étudiants, comme par exemple, font les préfets ou les procureurs, ou des directeurs d'hôpitaux d'ailleurs aussi, qui viennent régulièrement dans cette structure de salle de simulation de crise. Et là, c'était une crise pandémique d'ailleurs, dans une filiale, dans un pays en développement d'une grande société. Plus une attaque terroriste, parce que nos fonctionnaires du ministère de l'Intérieur ont de l'imagination stimulée par la réalité. Voilà, donc voilà ce master. Il a 2 ans, mais il prend une très très grande dynamique. Et à la fois en alternance, c'est un master en alternance, donc tous nos étudiants travaillent en même temps. Et visiblement, leur développement professionnel a l'air de très très bien se passer. D'accord. Alors, on les fait travailler sur le Covid, mais ça, Pierre Morleva a dû vous le dire. Hein. On leur fait faire un rapport d'évaluation de la crise Covid, comme en termes d'évaluation de politique publique. Hein. Donc, selon le schéma aussi formalisé que possible d'une évaluation de politique publique, c'est-à-dire petit à petit en assexuant les passions. Hein. Et on essaiera de présenter ce rapport, qu'on vous enverra bien évidemment. Hein. Et on présentera à mon ami le préfet Renaud Vaudel, qui est et le centre interministériel de crise dans un jeu de présentation dès qu'il aura un peu comme vous la tête un peu hors de l'eau. Du 2e semestre. Très bien. Il se trouve que à un autre titre, on est partenaire puisque je préside l'Institut de l'engagement. Ça vous dit quelque chose? Oui. Tout à fait. Oui, tout à fait. Je ne sais pas où ça en est parce que je m'en suis peu occupé ces derniers mois, mais au départ, il y avait un partenariat assez dynamique. Donc, par l'Institut de l'engagement, on récupère des jeunes qui ont fait leur service civique ou qui ont été bénévoles, on leur fait passer un concours. Tout à fait. On a des jeunes d'assez bon niveau et on a un partenariat avec maintenant 150 établissements d'enseignement supérieur. Oui, au niveau du groupe, on a un partenariat avec l'Institut de l'engagement. Au niveau du groupe INSEC, je sais qu'on reçoit des candidats de l'Institut tous les ans. Alors répartis sur des écoles du groupe en fonction des thématiques qui sont demandées, ou bien ingénieur, management, communication, sciences politiques, ça dépend bien sûr des thématiques. On a une 12aine d'écoles dans le groupe, donc ça se répartit un peu en fonction des demandes des étudiants et de leur intérêt, bien sûr, pour telle ou telle formule. Et c'est Mathias Emmerich qui préside ou qui dirige le groupe maintenant? Oui. Alors c'est lui qui vient de prendre la présidence il y a quelques mois seulement, il y a 2 mois et demi. D'accord. Vous lui direz bonjour de ma part. Ok, au mois de décembre. C'est très récent, au mois de décembre, donc il est arrivé comme nouveau président exécutif du groupe. On s'est succédé il y a un peu plus de 30 ans. Ah oui.
dans un stage dans une entreprise qui s'appelle Chrysler. D'accord, ok. Voilà. Ah oui, d'accord. C'était stage ouvrier? C'était stage ouvrier À l'époque, Mathias était... auprès du vice-président de Chrysler. Donc, Ah oui, Ouais, d'accord, non, c'était pas... ouvrier à cravate. Oui, C'était ouais. ouvrier à cravate. Il a été le premier stagiaire du monde et j'étais le deuxième. Voilà. D'accord. D'accord. Ah oui, c'est le cas. Non, il était, après la SNCF, là, il était retourné à la Cour des comptes et ensuite il vient d'intégrer il y a très très peu de temps, donc juste avant les vacances de Noël, au niveau du groupe, hein. Ok. C'est pour piloter surtout les actions, tout le développement en fait, du groupe prévu dans les années à venir, 3-4 ans à venir. Et en fait, Mathias, Régis et moi, on est de la même promo de l'ENA. D'accord. Oui, c'est Je posais vrai, la tiens. question du stage ouvrier parce qu'on en faisait à l'époque. Je crois que ça n'existe plus. Ouais, oui, je crois que ça a été supprimé. Donc ça doit être une promo avant moi, une ou deux. Lui, c'est 88. Les gens sont arrivés petit à petit. Oui. Mais on est près de 18 heures. Je peux demander aux étudiants qui le peuvent, s'ils peuvent mettre leur caméra. Ça rendra Oui, ça Oui, rend les choses un peu plus vivantes, n'est-ce pas? On a un petit peu l'habitude maintenant d'enseignants font cours à des... Voilà, quelques caméras qui s'allument. américain. Philippe, Régis, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il y a maintenant beaucoup de monde. Est-ce qu'on peut commencer? Pierre, c'est vous qui donnez le top départ, Pierre, c'est à vous. Bien, donc, monsieur le directeur général, je vous remercie beaucoup d'avoir accepté d'animer cette conférence dans une période qui est particulièrement chargée pour votre agenda. Donc, nous en sommes, avec la direction de l'école, nous en sommes extrêmement reconnaissants. Et je vous laisse tout de suite la parole pour introduire votre conférence. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer. Donc, on a prévu de répartir le temps en deux. Je vais passer 20-25 minutes à parler de l'assistance publique dans la crise Covid. Et puis ensuite, on échangera et vous pourrez élargir les sujets à tout ce qui vous intéresse. Je vais me présenter en 3 minutes. Je dirige l'assistance publique depuis un peu plus de 7 ans. L'assistance publique, c'est le plus gros centre hospitalier européen, puisque c'est un seul établissement public qui regroupe 39 hôpitaux, 100 000 personnes y travaillent, 8 millions de patients y passent chaque année, y passent ou y repassent chaque année. On représente à nous tout seuls 10% de l'ensemble des lits d'hôpital de France. Et c'est un hôpital universitaire lié aux grandes universités parisiennes qui ont des facultés de santé. Et quand je dis grand hôpital universitaire, là aussi la recherche est très présente, ce qu'on appelle la recherche clinique, celle qui fait intervenir les malades et pas simplement les rats de laboratoire. On représente quasiment la moitié de l'ensemble de la recherche clinique en France dans nos hôpitaux. Donc c'est un élément majeur. On en dira peut-être quelques mots à propos du Covid. Pour moi, c'est le 4e passage à l'assistance publique. J'y suis. Mon premier contact, c'était quand j'étais externe en médecine, donc il y a un petit paquet d'années. J'y suis retourné ensuite quasiment pour mon premier poste à la sortie du Conseil d'État pour m'occuper de tout ce qui était médicaments, achat de médicaments, procédure de gestion des médicaments, de la distribution des médicaments et des produits médicaux dans cet établissement. J'ai été pendant quelques temps membre du conseil de surveillance et j'en suis donc le directeur général depuis, comme je disais, un septennat. Entre-temps, j'ai fait d'autres choses à la fois dans l'appareil d'État, avec principalement dans le champ social et dans le champ sanitaire, dont 3 ans au gouvernement, où j'ai créé le revenu de solidarité active,
RSA et le service civique. Et puis, j'ai depuis 25 ans un engagement associatif parallèle à ma vie professionnelle, longtemps chez Emmaüs notamment, et depuis quelques années à présider l'Institut de l'engagement, qui est une association qui aide les jeunes qui ont fait leur service civique à pouvoir rentrer dans des filières d'excellence. Voilà, je ferme la parenthèse, ça vous permettra, si vous avez des questions sur ces sujets-là, de pouvoir les poser. Si je reviens sur la crise à l'assistance publique, le Covid à l'assistance publique, il y aurait un milliard de choses à dire, bien évidemment, que vous pouvez imaginer, mais je vais essayer de me concentrer sur 4 ou 5 points. La première chose, quand on a une crise de cette nature-là, la première chose est d'organiser de très près le mode de gestion de la crise. Et on a fait plusieurs choix dès le départ. Quand je dis dès le départ, c'est début mars de l'année dernière, donc il y a un peu plus d'1 an, au moment où on n'était pas encore englué dans l'urgence de la crise, mais où on la voyait poindre. Le premier choix a été d'organiser rapidement un rassemblement de l'expertise collégiale au sein de l'assistance publique en créant un conseil scientifique. Alors, quelques semaines plus tard, le président de la République en a créé un qui est assez célèbre, qui est celui qui est présidé par le professeur Jean-François Delfraissy. Et nous, d'emblée, je me suis dit qu'on aurait plein de décisions à prendre compliquées et qu'il fallait que ces décisions aient une légitimité, et que cette légitimité, on pouvait l'assurer par la collégialité en essayant de mettre les différents champs d'expertise dont on a besoin dans une crise comme celle-là. Donc, bien sûr, des infectiologues, des spécialistes des coronavirus, mais aussi des réanimateurs, mais aussi des urgentistes, mais aussi des gériatres, etc. Donc, d'avoir une quinzaine ou une vingtaine de personnes auxquelles on puisse soumettre les grandes décisions pour avoir leur avis et pour être sûr à la fois de ne pas faire de bêtises, de bénéficier de leur expertise, et puis également de pouvoir s'appuyer sur des gens qui pourraient le relayer après. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans une crise, il faut que toute l'institution soit alignée et dirigée. Et donc, la deuxième décision très rapide que j'ai prise a été de nommer un directeur médical de crise. Comme on nomme un directeur d'organisation, et de prendre quelqu'un qui est de l'autorité, quelqu'un qui est de la compétence. Et quand je dis de l'autorité, c'est y compris l'autorité vis-à-vis de moi-même. C'est-à-dire de ne pas choisir celui qui répétera ce que vous dira sera la couture sur le pantalon, mais quelqu'un qui a une suffisante personnalité et capacité de résistance pour également être quelqu'un qui vous résiste, qui est de l'autorité sur les autres, mais qui est aussi une certaine autorité sur celui qui lui confie la direction médicale de crise. Et c'était une première dans l'environnement hospitalier. Donc j'ai nommé quelqu'un peut-être vous avez entendu parler, qui s'appelle le professeur Liu, qui était à la fois doyen d'une faculté de médecine, ayant une forte expérience de la gestion de l'autorité et des crises. On a, sur ce modèle-là, nommé des directeurs médicaux de crise dans chacun des établissements et créé un réseau des directeurs médicaux de crise comme une sorte d'armature de l'établissement par des gens, encore une fois, ayant compétences, personnalité, autorité. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose qui était importante à mettre en place, c'est une gestion très rapprochée de la crise, avec des modes de réunion de crise, faisant intervenir les intervenants les plus clés, c'est logique. Et on a mis en place un dispositif à double étage, avec des réunions de crise le matin, des réunions de crise le soir. Je serai en réunion de crise ce soir en vous quittant à 19h. Une réunion de crise le matin en effectif resserré, avec que des personnes investies de responsabilité,
donc des directeurs des groupes hospitaliers, des directeurs de crise, le directeur des achats, le directeur de ceci, le directeur de cela, avec un module assez court, mais pour qu'on sache dès le matin ce qui se passe et pouvoir donner des orientations dans la journée. Et puis le soir, une réunion dans un mode plus élargi, comme il en existe en général pas dans les manuels de crise, puisque c'est un mode où on est plus d'une centaine de personnes le soir, conduisant à faire en sorte que le plus large nombre de personnes soient au courant de ce qui se passe. Et donc de jouer la transparence absolue sur ce qui se passe depuis le nombre de patients qu'on a pris en charge, le nombre de lits qui restent disponibles, les difficultés qu'on peut avoir d'approvisionnement, de crainte de disponibilité de place pour nos patients, de dilemmes qu'on peut avoir sur les conditions de prise en charge des patients, sur comment on gère les clusters, etc., etc., de telle sorte que dans un format qui nous permet d'être connecté à beaucoup de monde, d'avoir beaucoup de relais et d'entendre beaucoup de remontées. Ça, c'est des éléments absolument majeurs. On y reviendra peut-être dans les échanges. La quatrième chose qu'on a mis en place, c'est des rendez-vous réguliers, c'est-à-dire très fréquents. En période de crise très chaude, c'était tous les jours, avec les représentants du personnel. Et là aussi, en jouant la transparence absolue. C'est-à-dire qu'ils puissent nous interroger sur pourquoi il n'y a pas assez de masques, comment vous gérez telle ou telle chose, et nous partageons exactement 100% de l'information avec eux. Ce qui est toujours un risque, mais dans une relation de confiance, en considérant que je préférerais qu'ils sachent tout, plutôt qu'ils aient des incertitudes, qu'ils ne sachent pas comment on fasse les choix, ou qu'ils apprennent au détour d'une discussion qu'on avait tel ou tel problème, mais qu'ils l'apprennent de ma bouche ou de ceux de mes proches collaborateurs. Donc ça, c'est première chose sur l'organisation de la crise avec ces éléments. Il y a beaucoup de choses derrière, mais ces éléments de comment est-ce qu'un établissement aussi gros que le nôtre adopte une position de crise en gérant à la fois des circuits courts, des responsables nommés, à la fois un partage assez large, à la fois un dialogue avec les partenaires sociaux. Première chose. Deuxièmement, dans une crise, il faut repérer d'emblée ce que vont être les facteurs névralgiques. Et les facteurs névralgiques, c'était assez simple. C'était est-ce qu'on a assez de bras pour s'occuper des patients? Est-ce qu'on a assez de matériel pour pouvoir équiper les professionnels? Assez de bras, c'est l'élément clé et on savait d'emblée que ça serait le facteur le plus limitant. Non seulement le facteur le plus limitant, mais qu'on allait se trouver dans des situations dans lesquelles nos personnels eux-mêmes allaient se trouver dans des fortes difficultés. Et ça, on l'a repéré aussi très tôt, de se dire, il faut qu'on se mette dans la peau de nos personnels. Donc, ils vont se trouver à devoir être mobilisables beaucoup plus que d'habitude. Mais pendant le même temps, ils auront probablement des difficultés à se déplacer parce qu'il y aura moins de transports ou qu'ils risquent de se contaminer dans les transports, qu'ils seront ennuyés pour garder leurs enfants parce que les écoles vont fermer, etc., qu'ils auront peur pour eux et peur pour leurs proches, que déjà en période de non-crise, ils ne sont pas contents parce qu'ils sont mal payés, parce qu'on mange mal, parce qu'ils n'ont pas le temps de manger, parce que rien ne va, etc. Et donc là, on va leur demander beaucoup plus, mais on va essayer de faire en sorte qu'on soit capable de répondre à leurs problématiques. Et que, alors qu'on a des canaux de communication extrêmement compliqués dans un établissement aussi large que le nôtre, on va modifier tous les canaux de communication. Et alors, pour modifier tous les canaux de communication, on a fait une première chose que j'ai fait spontanément sans y réfléchir. Mais il se trouve que
je sais pas ce que vous avez comme date en tête, vous, dans votre histoire, mais a priori, vous avez en tête le 17 mars 2020, qui est le début du confinement national décidé en France et qui doit être annoncé 2 jours plus tôt. Nous, on voit le 13 ou le 14 mars qu'il va y avoir une crise monstrueuse, comme on n'en a jamais connu, qui va être extrêmement d'une très grande ampleur et d'une durée longue mais inconnue. Et je me souviens, dans ces jours qui précèdent les annonces, je me trouve à me dire que à l'assistance publique, on doit être une trentaine à savoir ce qui nous attend. Et donc, il reste 99 970 personnes qui vont le vivre, mais qui ne le savent pas. Et je me dis, je ne peux pas rester trop longtemps comme ça. Donc, un soir, en rentrant, quoi, c'était déjà les époques où on travaillait de 7 h du matin à minuit tous les jours. En rentrant à minuit, je me dis, il faut que je les prévienne. Et donc, je fais un message aux 100 000 personnes. Moi, j'ai un système qui me permet d'écrire aux 100 000 personnes en direct. Et je leur fais un mail en leur disant, mais voilà ce qui va nous arriver. Je ne peux pas vous donner les détails, mais il va arriver une crise de grande ampleur qui va être dure pour tout le monde, pour laquelle il faudra s'ajuster jour après jour, et à laquelle on va être confronté à des situations auxquelles on n'a jamais été confronté. Et voilà comment on va s'organiser. Et par ailleurs, à la fin, je vous assure qu'on en tirera toutes les leçons pour ne pas recommencer comme avant. Et j'ai fait ce message, donc entre minuit et 1 h du matin. Le lendemain, j'avais des centaines de réactions et de réponses. Et j'ai continué pendant 3 ou 4 mois à faire un message tous les jours. Tous les matins, je faisais un message pour leur dire où on en était. Ce qui m'a donné un système de communication avec les agents. Donc, je pense que vraiment tous les jours, j'avais plusieurs centaines de réponses qui allaient de « merci beaucoup, comment ça va, c'est dur pour moi, est-ce que vous avez pensé à, on a tel ou tel problème, vous nous dites que, mais chez nous, ce n'est pas exactement comme ça », et que je faisais traiter par soit moi en direct, soit mes équipes, de telle sorte qu'on puisse se saisir de tout ce qui remontait pour avoir à la fois bonne connaissance de ce qui se passait. Et puis en parallèle, on a mis en place un bulletin quotidien d'information. On a mis en place aussi un système donc on a un système d'information, si je puis dire, opérationnel et sérieux. Voilà, si vous avez besoin de masques, c'est comme si pour trouver les médicaments, c'est là. Les heures supplémentaires sont gérées de telle ou telle manière, etc., etc. Et puis, on a aussi fait tous les jours quelque chose qu'on a appelé Covid-Arnosc, qui était un bulletin quotidien dans lequel il y avait plutôt les nouvelles de tel chanteur nous soutient, nous a fait passer une chanson, telle personne a fait un témoignage qu'on peut partager, etc. Des trucs un peu sympas, le happy chose. Et puis l'autre chose qu'on a mis en place très rapidement, c'est un système qu'on a baptisé vite OptiSoins, et qui est une application pour tout le personnel en leur proposant des services qui allaient depuis je peux réserver un taxi gratuit, je peux avoir une chambre d'hôtel si je ne peux pas rentrer chez moi parce que j'ai 2 heures de transport, je peux avoir accès à telle facilité pour faire venir la nourriture à domicile, etc., etc. Et assez largement une vingtaine ou une trentaine de services qui étaient à disposition de tout le monde avec une appli très simple pour que les uns et les autres puissent trouver une réponse aux principaux besoins auxquels ils pouvaient avoir fait face, et avec aussi quelque chose d'assez interactif pour qu'on puisse le nourrir de ce qui remontait comme idée des uns et des autres. Donc ça, deuxième point, les modes de communication avec toutes nos équipes, transparence, lien direct, fréquence, interactivité, variété des modes de communication. Deuxième chose.
Troisième chose majeure, on savait que on aurait besoin de renforts et de soutien. Moi, j'ai vu très vite, dans les premiers jours, que j'ai eu plusieurs propositions spontanées de gens nous disant on pourrait vous aider, etc. Et j'avais l'expérience que parfois, la plus grande difficulté, c'est non pas de trouver des gens pour vous aider, mais d'être capable d'absorber les propositions d'aide auxquelles on fait face. Donc, en quelques jours, là aussi, on a monté un système. J'ai recruté des premiers volontaires très chevronnés, des anciens qui avaient dirigé telle ou telle chose à l'AP et qui n'étaient plus à l'AP, etc. Et je leur ai dit, votre boulot, ça va être de pouvoir répondre à toutes les propositions d'aide qu'on recevra pour qu'il n'y en ait aucune qui reste sans réponse et qu'on essaye d'aller vers toutes les opportunités. Donc, si c'est quelqu'un qui nous appelle en disant je peux avoir 500 000 masques disponibles tout de suite parce que mon entreprise a en stock 500 000 masques ou parce que je connais quelqu'un à Singapour qui peut trouver 500 000 masques, ou c'est quelqu'un qui vous dit je peux vous faire livrer des repas gratuits, ou si c'est quelqu'un qui vous dit je connais un réseau d'infirmiers qui peut venir travailler, etc. Tout cela, vous les rappelez, vous regardez et vous mettez quelqu'un sur le coup pour pouvoir traiter la demande. Et soit elle est pertinente, on dit oui, soit elle n'est pas pertinente, on a essayé. Et de même, traiter toutes les propositions individuelles de renfort. Et on a fait des appels à renfort sur lesquels on a eu à peu près 10 000 réponses. Donc 10 000 personnes qui sont inscrites sur une plateforme pour nous aider. Mais quand on a 10 000 personnes qui s'inscrivent sur une plateforme pour vous aider, ça ne veut pas dire qu'on va recevoir les 10 000 personnes d'emblée, parce qu'on ne sait pas si elles sont diplômées ou pas quand on a besoin de diplômés, on ne sait pas si elles sont disponibles tous les jours, on ne sait pas, etc., etc. Et on ne sait surtout pas mettre le besoin en face de la proposition. Et donc là aussi, on a mis en place une plateforme avec environ 200 volontaires dont le boulot était de traiter les autres volontaires. Donc sur les 10 000, on a pris 200 qui traitaient les 9 800 autres et qui étaient vissés au téléphone toute la journée à être capables de rappeler. Je leur ai demandé de rappeler en 3 jours les 9 900 personnes, de me repérer combien il y avait d'infirmiers diplômés en réanimation utilisables le lendemain, combien il y avait d'autres professionnels de santé disponibles pour autre chose que la réanimation, de qualifier toutes les autres offres qui pouvaient être des offres de logistique, administration, etc., etc., et de faire le lien avec l'ensemble des hôpitaux pour leur dire on va vous libérer de la tâche, j'intègre un renfort, on les intègre pour vous. Donc, vous nous trouvez 3 correspondants, mais on s'occupe de tout. S'il faut leur faire un contrat, on fait un contrat. S'il faut une assurance, il faut une assurance. S'il faut trouver un endroit où les loger, on trouve l'endroit pour les loger. Et donc, on utilise les volontaires pour que les autres volontaires, et donc pour avoir des systèmes de démultiplication des forces utiles. Et donc, on a pu intégrer des milliers de volontaires de cette manière-là. Avec cela, créer des choses qu'on n'arrive pas à créer d'habitude. Donc ça, c'est le 3e ou 4e grand point, je suis perdu dans mes points. L'autre chose, c'est être capable de changer nos process le plus rapidement possible et de pouvoir introduire l'innovation extrêmement rapidement. Alors ça, je vais vous donner 2-3 exemples. Le premier exemple, celui qui saute aux yeux. Donc, on se trouve, là, on est à la fin du mois de février. On sent que ça va monter, on ne sait pas à quel niveau. On sent qu'on risque d'être débordé, on sent qu'on risque d'avoir le problème suivant. On va avoir des gens qui vont avoir le Covid. Ces personnes qui vont avoir le Covid, certaines vont simplement avoir le Covid, sans forme grave. D'autres vont avoir d'emblée ou au moment où on a un contact avec elles, des formes très graves. Celles qui ont des formes graves ont besoin d'hospitalisation. Ça, voilà, il faut qu'on se débrouille pour avoir des lits d'hospitalisation pour elles. Les autres n'ont pas besoin d'hospitalisation, mais elles ont besoin quand même d'être suivies et elles ont besoin qu'on puisse savoir où elles sont, qui elles sont, à quel stade de la maladie elles sont et de pouvoir réagir instantanément si leur état s'aggrave.
Mais ça, on n'a pas envie de les envoyer dans nos services d'urgence, encombrer nos services d'urgence, puisqu'on essaie de mettre toutes nos forces sur les patients les plus graves. Donc, on s'est dit, il faut qu'on soit capable de les suivre à domicile. Mais on n'avait aucun moyen de les suivre à domicile. Le dernier week-end de février, on a acté qu'on mettait en place un système de suivi à domicile. On en a défini les grandes lignes. On a fait un appel à projet des startups. Et le 6 mars, on avait un système opérationnel qui, entre le 6 mars aujourd'hui, a suivi à peu près 1 million de personnes. Et qui pouvait avoir 10 000 inscriptions dans la journée, avec des patients au plus fort, on avait 100 000 patients inscrits, suivis, et qui pouvaient avoir tous les jours répondre au questionnaire, numéro où appeler, etc., etc. Et donc, on a suivi toutes ces personnes-là. Et parmi elles, il y a dû avoir 1 ou 2% qui sont aggravées et pour lesquels on disait, là, on vous envoie un camion du SAMU, vous pouvez aller vous-même aux urgences, où on s'occupe, etc. Et donc, on a mis en place pendant cette période toute une série d'innovations de cette nature-là qu'on a développées dans des conditions dans lesquelles on n'aurait pas été capable de les développer autrement. De la même manière, on a, si je puis dire, eu cette préoccupation-là. Quand on est responsable d'un ensemble hospitalier dans une période de crise comme cela, on doit à la fois s'occuper des patients une fois qu'ils sont là, donc trouver des lits, du personnel, des respirateurs, des masques, des médicaments, des tubulures, etc., bien évidemment. Mais on doit se dire aussi, et c'était le premier exemple que je donnais à l'instant, je ne m'intéresse pas simplement à ce qui se passe dans mes hôpitaux, sinon je peux m'en occuper parfaitement, si je puis dire, mais être complètement submergé si l'amont est trop fort et si l'aval, l'amont, c'est ce qui se passe avant l'hôpital. Et donc, très vite, on s'est dit, on doit s'intéresser à cela de plusieurs manières. La première manière, c'est celle que j'ai donnée là, c'est que les patients atteints par le Covid n'atteignent pas l'hôpital, n'atteignent l'hôpital que quand ils ont vraiment besoin de l'atteindre. Première chose. Et de la même manière, on s'est dit, il faut qu'on contribue à ce qu'il y ait le moins de patients contaminés possible. Et donc, on s'est impliqué très vite dans la conception d'outils pour pouvoir briser les chaînes de contamination. Et donc, dès le printemps, on a formé des centaines de personnes qui pouvaient être des volontaires, des professionnels, etc., pas en utilisant nos propres forces dont on avait besoin dans les services hospitaliers, mais en utilisant d'autres forces pour les former à pouvoir apporter du masque, apporter des gels hydroalcooliques, faire des tests à domicile, donner des conseils à domicile, apprendre à ne pas contaminer d'autres personnes, etc. Et à monter des équipes mobiles capables de faire ça. Non pas parce qu'on voulait faire le boulot des autres, mais en se disant, si personne ne le fait, l'épidémie va prendre encore plus de force que ce qu'elle a, et nous, on ne pourra plus faire notre boulot, on va être encombré et on sera en difficulté. De la même manière, on s'est intéressé très rapidement à il faut qu'il y ait des outils de dépistage plus maniables que ceux qui existent. Donc, on a passé, par exemple, l'été 2020 à faire des travaux de recherche sur les tests rapides antigéniques. Vous avez probablement pratiqué ça. Le test qui vous donne la réponse dans le quart d'heure. Pour que le plus grand nombre possible de tests soient validés, puissent être mis sur le marché, développés, et que là aussi, ça contribue à augmenter la capacité de test. De la même manière que plus récemment, on a monté la grande étude qui a permis de valider le prélèvement salivaire
comme une alternative au prélèvement nasopharyngé, moins douloureux, plus maniable, plus facile à répéter régulièrement, etc. Et puis, bien évidemment, on a mis en place une task force pour être capable de concevoir des modèles épidémiologiques. C'est pour ça que vous entendez l'AP depuis mi-janvier expliquer qu'il y a un moment où la troisième vague va arriver, non pas parce qu'on fait des paris sur la comète ou parce qu'on tire à pile ou face ou parce qu'on lit dans le mar de café, mais parce qu'on a un certain nombre de modélisateurs qui travaillent à partir de nos données pour regarder et essayer de comprendre ce qui va se passer, de prévoir ce qui va se passer et au moment où pas grand monde voit les choses, de pouvoir se projeter 3 semaines, 4 semaines, 6 semaines, 8 semaines à l'avance pour avoir différentes hypothèses. Voilà. Donc tout ça, c'est des éléments majeurs dans la crise. Certaines sont spécifiques à l'hôpital. Acheter des respirateurs, ça se pose à l'hôpital ou pas ailleurs. D'autres sont des schémas généraux qu'on trouve dans tout organisme en situation de crise, c'est-à-dire essayer de créer un collectif pour tous les personnels, être capable de communiquer avec tous, se préoccuper de leurs conditions matérielles pendant les périodes de crise. Donc ça, vous retrouverez ça ici ou dans une administration ou dans une entreprise privée, etc. La capacité aussi d'essayer de mobiliser l'innovation la plus forte, c'est aussi des choses qu'on va retrouver dans des tas d'organismes soumis à la crise et dont l'intérêt en période de crise est fort, mais qui n'existe que si avant la crise, on s'est mis aussi dans un mode d'être capable d'être un peu réceptif à l'innovation et qui sont d'autant plus convaincants si c'est des innovations qui peuvent avoir un impact post-crise ou dans la durée. Et beaucoup des innovations qu'on a mises en œuvre sont des innovations qui trouveront leur suite. Quand je parle de suivi à domicile de patients ou de capacité de mettre en place des plateformes, c'est des choses qu'on est en train de prolonger pour pouvoir s'occuper de nos patients différemment. Un mot là-dessus, l'hôpital, c'est quelque chose qui est soumis à des évolutions très rapides, donc des évolutions environnementales ou pandémiques. Là, on vient de parler d'une d'entre elles, qu'est la pandémie à évolution technologique absolument majeure, quelquefois très lourde, comme des nouveaux équipements. Les chirurgiens utilisent des robots qui valent 2 millions de pièces, mais qui peuvent être moins majeurs. La manière dont on s'occupe des accidents vasculaires cérébraux a été transformée il y a 5 ans par des techniques assez légères, mais qui transforment le pronostic et les conditions de prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, etc. etc. Donc, des médicaments, il y a 10 ans, il n'y avait pas de réponse à une maladie très commune qu'on appelle l'hépatite C. Et puis, il y a quelques années, sont apparus des traitements qui, en 2 ou 3 ans, ont révolutionné ce qui concernait des centaines de millions de personnes dans le monde. Récemment apparaissent des innovations sur la prise en charge de certains cancers avec un changement de pronostic sur des innovations de médicaments très particulières qui ont comme caractéristique première de coûter aux alentours de 300 000 € par traitement et par malade. C'est-à-dire que quand vous prescrivez ce traitement à un malade, vous déclenchez une dépense de 300 000 € immédiate pour un patient avec une chance sur 2 de réussir. Donc, on est confronté à ce type de changement et d'innovation majeure. Les relations avec les patients ou les prises en charge avec les patients changent. Quand je suis arrivé à l'assistance publique il y a 7 ans, 3/4 des interventions chirurgicales se faisaient dans des conditions dans lesquelles le patient dormait à l'hôpital. Aujourd'hui, c'est moins d'une intervention chirurgicale sur 2. Dans plus d'un cas sur 2,
le patient va venir pour la journée pour son intervention chirurgicale. Et je pourrais multiplier les exemples. Donc, on est soumis à des évolutions majeures, rapides, sociétales, technologiques, curatives, médicales, etc., très, très, très importantes. Et notamment la traduction, c'est que les relations qu'on a avec les patients, auparavant, un hôpital découvrait son patient quand il était hospitalisé, l'oubliait quand il sortait de l'hôpital. Il restait assez longtemps à l'hôpital. Maintenant, on a dans notre entrepôt de données les données de millions de patients qui sont passés à un moment ou à un autre à l'hôpital. Donc, beaucoup vont avoir des maladies chroniques qui vont les concerner pendant des années, mais dont le séjour à l'hôpital va être très court. Et donc, on doit organiser notre relation patient et notre relation de soins dans des conditions très, très différentes. Beaucoup organisées autour de la donnée avec notre patient, beaucoup avec téléconsultation, etc. Beaucoup avec la capacité, dans un séjour très bref, de lui faire le plus de choses possible, etc., etc. Et donc, ça, c'est des choses pour lesquelles la capacité d'adaptation de l'hôpital doit être majeure. Or, l'hôpital est par ailleurs un lieu qui est soumis à des changements majeurs, mais qui est soumis à des rigidités également majeures. Son financement est rigide, ses statuts de personnel sont rigides, ses organisations sont hyper rigides, et donc on est tout le temps dans le conflit de ces rigidités face à ces innovations fulgurantes, et donc soit à contourner ces rigidités, soit à essayer d'assouplir ces rigidités. Et ça, c'est un sacré paire de manches, mais j'ai parlé une demi-heure, on avait dit que je parlais une demi-heure, donc je m'arrête là-dessus et je vous écoute. Merci beaucoup, Monsieur le Directeur Général. Donc, nous passons maintenant aux questions des étudiants. Je demanderai à un étudiant qui pose une question, peut-être s'il le peut, de mettre sa caméra et de se présenter avant de poser sa question. Qui veut commencer? Oui. Oui, allez-y. Bonjour monsieur, Amaury Gomard, donc en Master 2 à HEIP. Ma question, c'était par rapport aux bénévoles qui sont venus un peu donner un coup de main aux différents hôpitaux de la PHP, notamment en question logistique. Est-ce qu'il n'aurait pas été possible de faire appel aussi à la fonction, je parle de certains fonctionnaires de la fonction publique territoriale qui ont été confinés tout le premier confinement. Je pense particulièrement à ceux qui travaillent dans les collèges techniques et qui sont restés chez eux tout le temps du confinement. Je ne sais pas si c'est très clair, mais… C'est extrêmement clair. En fait, les renforts auxquels qu'on a utilisés ont été de toute nature. Donc, on a eu des renforts bénévoles. On a eu des renforts bénévoles qui souhaitaient rester bénévoles. On a eu des renforts bénévoles qui étaient demandeurs de rester dans la durée pendant un certain temps. On a eu des renforts intermédiaires, par exemple, on a utilisé des centaines d'hôtesses de l'air et de stewards qui étaient en chômage partiel puisque leurs avions étaient cloués au sol et qu'on a utilisé comme cela. On a fait intervenir pas mal d'infirmiers scolaires au moment où les écoles étaient fermées. On a eu des renforts venant des hôpitaux moins touchés pendant la première vague qui était très concentrée sur le Grand Est et la région Île-de-France. On a eu des renforts on a eu des promotions entières de polytechniciens qui sont venus nous aider. On a eu des renforts d'autres administrations qui soit étaient fermées, soit servaient à rien, ou n'avaient pas une importance stratégique pendant cette période-là et qui sont venus. Donc, on a géré l'ensemble de ces catégories de renforts en se disant qu'on n'avait pas de problème ou de limite d'argent, mais le bénévole qui veut rester bénévole est bénévole, celui qui est déjà pris en charge
chômage partiel est déjà pris en chômage partiel et celui qui a besoin d'un salaire aura un salaire. Bon. Très bien, merci. On prend une autre question, s'il vous plaît. Alors, il y a plusieurs étudiants, peut-être Soufiane d'abord. Bonjour, je m'appelle Conseil Soufiane, je suis en troisième année de licence en psychologie à l'UBO, mais actuellement en Italie. J'avais une question par rapport, vous avez dit tout à l'heure que l'assistance publique, vous réalisez des recherches cliniques, c'est-à-dire c'est des études pivot, c'est au-delà du coup des recherches sur les animaux. Je voulais savoir s'il y a tout d'abord toujours des recherches, par exemple, sur un nouveau traitement alternatif qui peut justement être conduit, par exemple, en France. Et par exemple, je voulais savoir, avoir un peu plus d'informations sur l'efficacité, par exemple, du vaccin actuel qui circule, par exemple, que ce soit AstraZeneca ou même celui de BioNTech. Par exemple, si même après la deuxième dose qui est prise, est-ce qu'il y a une garantie, on va dire, de l'immunité pour cela, voilà. Ok, j'ai pas attendu la fin, mais je crois que j'ai compris les questions. Sur la première chose, oui, dans les recherches qu'on conduit, on a plusieurs types de recherches. On a des recherches sur des médicaments. En général, c'est repositionner des médicaments qui sont connus pour une autre indication. Par exemple, on est les premiers à avoir démontré qu'un médicament qui s'appelle le tocilizumab, qui est en général assez connu pour l'utilisation dans les rhumatismes inflammatoires ou les maladies auto-immunes, pouvait avoir un impact pour réduire le risque d'être en réanimation quand on a le Covid. On a des études en cours, par exemple, pour regarder des choses assez complexes, voir si l'injection de cellules souches à des patients a des impacts, etc. Donc, on a pas mal d'essais de cette nature-là. On a d'autres essais, par exemple, pour regarder, il y a des questions pour savoir si la nicotine a un effet protecteur du Covid, etc. Donc, on a pas mal d'essais qui sont réalisés par nos équipes. Sur les vaccins, on utilise les vaccins qui sont sur le marché. Aujourd'hui, on utilise Pfizer, on utilise AstraZeneca. On aura bientôt l'occasion d'utiliser Moderna. Ce qu'on peut dire sur ces vaccins, c'est que les gens vaccinés pour une période d'un nombre de mois qu'on ne sait pas déterminer aujourd'hui, puisque par définition, les premières études cliniques ont commencé il y a 9 mois. Donc, on ne sait pas dire si sa protection dure 9 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais en tout cas, pendant plusieurs mois, on a une protection par les différents vaccins qui ont été autorisés, qui ont été mis sur le marché, qui, sur le fait d'éviter d'avoir une forme grave de la maladie, est très très haute. Et quelque part entre 90 et 100%, donc est très très haute. Voilà. Ensuite, on a moins de données sur le fait de savoir si on peut éventuellement avoir une forme légère. On a moins de données sur le fait de savoir s'il n'y a pas une période où on peut être un peu contagieux sans être malade soi-même en étant vacciné. Et comme vous le savez, on a des indices sensibles aux vaccins, notamment les variants aujourd'hui qu'on appelle sud-africains ou brésiliens, pour lesquels le vaccin a probablement moins d'impact et est probablement variable suivant le type de vaccin. Merci beaucoup. Merci. Donc, il y a une question d'Éloï Proust et ensuite Maxime Dumoulin et Mustapha Traoré. Donc, peut-être Éloï d'abord. Bonjour monsieur, je suis Éloï Proust à HEIP en master du management des affaires publiques. Je voulais vous demander, vous avez dit que l'organisation de l'APHP
était trop rigide par rapport à toutes les évolutions et les nouveaux enjeux qu'a montré la crise de la Covid-19. Et je voulais savoir justement quels étaient les projets et les possibles réformes qui pouvaient être mises en place à la PHP pour rendre son organisation plus flexible. Ok. Alors là-dedans, il y a des rigidités qui dépendent un peu de nous et auxquelles on essaye de s'attaquer. Par exemple, je mène depuis 3 ans une politique de forte décentralisation au sein de l'AP qui a, première étape, conduit à faire des groupes d'hôpitaux et donner du pouvoir à ces groupes d'hôpitaux sans que ça remonte au siège de l'AP. Avoir un truc assez classique où nous, on s'occupe de stratégies et de choses à économie d'échelle ou de grands projets. Et le fait de nommer un tel ou de déterminer s'il faut 2 pièces ou 3 pièces pour faire telle ou telle activité, je n'ai pas à m'en occuper. Et qui s'est traduit par des textes, des réformes, des nominations, et par ailleurs par une politique volontariste pour réduire la taille du siège de l'AP et en utilisant des choses assez définitives du type on est dans 2 immeubles au centre de Paris, on les vend, on s'installe dans un siège plus petit, on réduit les effectifs, on se force donc à être moins nombreux et donc on s'organise pour assurer les fonctions les plus majeures, mais pas refaire à la place des autres la gestion. Donc ça, c'est des éléments de... La deuxième chose pour avoir, c'est de la même manière, essayer de faire en sorte que au niveau d'une équipe, le plus de décisions possibles soient prises sur leurs horaires de travail, sur toute une série de décisions de gestion, voire de gestion de budget pour responsabiliser davantage et avoir des circuits plus courts et plus de souplesse. Et puis ensuite, il y a des rigidités qui parfois nous dépassent. On est dans un secteur qui est très très réglementé. Par exemple, les règles d'organisation interne, souvent fixées par des textes de nature réglementaire, de décret, qui concernent tous les hôpitaux. Et on travaille, alors on a quelques avancées, et j'espère qu'on en aura d'autres dans les années suivantes, pour faire en sorte que l'organisation interne d'un hôpital puisse être déterminée par l'hôpital lui-même, par ses instances de gouvernance, et pas par l'application d'un décret. Et puis ensuite, il y a des questions qui se posent et qui sont sur les statuts des personnels, le mode de... par exemple, tous les médecins de toute la France ont le même salaire, quelle que soit leur position, quel que soit l'hôpital dans lequel ils travaillent, alors que tous ne font pas au sein du même hôpital le même travail. Ce qui se fait dans un hôpital universitaire n'est pas exactement la même chose qui se fait dans un autre hôpital. Les besoins auxquels on a à répondre, le coût de la vie en région parisienne n'est pas le même que le coût de la vie dans la région Auvergne, etc., etc. Et donc, je pense qu'il y a un moment où il faudra faire en sorte qu'on soit beaucoup plus différencié dans la manière dont on traite toutes ces choses-là pour donner, encore une fois, plus de souplesse et plus de marge de manœuvre aux hôpitaux pour pouvoir faire face aux problèmes auxquels ils doivent faire face, chacun là où ils sont. Merci. Alors, je donne la parole à Maxime Dumoulin. Merci beaucoup, Maxime Dumoulin de HEIP. J'avais une question qui rejoignait un peu celle d'Eloïc, qui était sur les dispositifs spécifiques qui avaient été mis en place pendant la crise et que vous auriez aimé pérenniser. Je pense que vous y avez répondu en partie. Et quelles auraient pu être les contraintes. Du coup, j'avais une autre question qui était plutôt sur l'aspect gestion RH. Vous avez fait preuve d'une communication plutôt directe avec les personnels de la PHP, un peu à l'image de Bill Gates qui envoyait une lettre quotidienne ou de l'ancien chef d'état-major Pierre de Villiers qui
qui communiquait hebdomadairement avec tous les personnels du ministère. Ma question, elle est comment vous arrivez justement à gérer le moral des personnels de la PHP? On sait qu'il a été atteint dans toutes les couches de la PHP. Et voilà, et où on en est aujourd'hui et comment est-ce que vous arrivez à gérer ça? Voilà. Alors, je ne sais pas quoi. La réponse n'est pas complètement simple. Il y a plusieurs éléments de réponse. La première, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'y reviens pas, c'est on vous facilite toute une série de choses pendant cette période-là, qui a à la fois un impact direct, c'est plus facile, et à la fois un impact en termes de reconnaissance, qui est que tous sachent qu'on a conscience des difficultés, qu'on s'y en préoccupe, que ça fait partie des choses majeures, et donc qu'ils ont des éléments de reconnaissance importants. La deuxième chose, c'est d'avoir effectivement, au-delà des messages, un degré de proximité et de connaissance. Donc moi, je vois très souvent dans les hôpitaux, je vois les équipes, je discute, mes équipes font pareil, etc. etc. Et ça, c'est là aussi absolument majeur. La troisième chose, c'est de s'être battu. Par exemple, ils savent que je me suis battu pour qu'il y ait des primes de reconnaissance de Covid au moment où ça intéressait personne. Et la quatrième chose, de leur donner rapidement des perspectives. Par exemple, j'ai ouvert donc la première vague dure de mars à mai-juin. Il y a l'été après. Dès fin août, début septembre, j'ai ouvert des négociations sociales sur c'est quoi notre projet social, qu'est-ce qu'on peut introduire de mieux, qu'est-ce qu'on peut changer, et qu'on a fait entre septembre, on a lancé en septembre, démarré effectivement tout début octobre, maintenu pendant la deuxième vague, et conclu en décembre et passé dans nos instances fin décembre. Donc, de leur dire, voilà, on se préoccupe de ça, on met des sujets sur la table, on le fait d'une manière différente. Je parlais des rigidités, par exemple, ici, pour la première fois, on a fait des négociations où il n'y avait pas simplement les négociations avec les syndicats sans concerner les médecins, mais on a mis autour de la table les médecins, les syndicats, tout le monde pour discuter très collectivement et avoir des thèmes qu'on ne discute pas habituellement, qui sont comment l'esprit d'équipe est encouragé, etc. etc. Voilà. Donc c'est à peu près comme ça qu'on essaie de fonctionner. Très bien, merci pour votre réponse. Alors, Mustapha Traoré avait demandé la parole, mais je ne le vois plus lever la main. Mustapha, est-ce que vous souhaitez poser une question? Allez-y. On ne vous entend pas. On ne vous entend pas. Alors, peut-être on va passer, on va revenir vers vous un petit peu après. Ensuite, Mario Chapuis souhaitait prendre la parole. Oui, merci beaucoup. Déjà, je voulais vous remercier d'être présent ce soir pour donner cette conférence. J'avais une question, plutôt deux questions. Déjà, c'était par rapport à la Covid-19. Quel service avez-vous dû passer en distanciel en fait pendant la crise à cause des risques d'infection qui ont dû pas mal chambouler le fonctionnement donc, de l'hôpital et de la PHP en particulier? Et du coup, une question qui découle de la première. Quels ont été les plus grands challenges organisationnels du passage en distanciel en termes de fonctionnement et en termes de défis à relever? Alors, sur le distanciel, en fait, ce qui était très, très frappant, et c'est vrai pour d'autres sujets, c'est que il y avait des réticences surtout culturelles, psychologiques, internes à faire du distanciel. Alors que nous, on y pensait depuis assez longtemps pour pas mal de choses. Et
Et du coup, l'obligation, alors on a eu des petits éléments technologiques à surmonter, mais à peu près comme tous les autres. Mais surtout, ça a été la découverte qu'on pouvait faire des tas de choses et l'ouverture de potentialités. Alors, je parle du distanciel surtout vis-à-vis des patients, mais donc de faire de la téléconsultation, du télésuivi, de la télésurveillance, et on va des projets qui étaient juste dans les très expérimentaux d'utilisation d'objets connectés, etc., vont prendre des ampleurs considérables grâce à la crise. Ensuite, le distanciel dans les équipes, ça n'a pas posé de problème particulier, je ne pense pas plus que d'autres organisations. Je dirais au contraire, comme c'est des endroits où on a besoin d'être... par rapport à d'autres organisations qui se sont trouvées tout d'un coup sans clients, sans chiffre d'affaires, sans débouchés, sans truc, et à se demander comment ils pouvaient survivre. Nous, la question, c'était comment on peut survivre parce qu'on a trop de patients, trop de problèmes à résoudre, trop de trucs. Voilà. Donc, on a eu une culture de l'efficacité comme on n'en avait jamais avant. Et le distanciel était assez facile. On s'en est emparé assez facilement. Et juste pour l'anecdote, mais ça m'amuse, il y a un effet majeur. Moi, je vais faire une réunion tout à l'heure, je ne sais pas combien il y aura de dizaines de personnes, mais je reconnais la voix de chacun maintenant. C'est-à-dire que les gens peuvent commencer une phrase, ils n'ont pas besoin de se présenter. Je connais leur voix. Je ne connaissais pas du tout leur voix avant. Je sais reconnaître la voix de tas de gens. Et je dis ça parce que du coup, en fait, le distanciel a créé beaucoup de proximité. D'accord, merci pour votre réponse en tout cas. On prend les 2 dernières questions pour que je sois libéré à 57. Oui, alors Moustapha Traoré, est-ce que vous pouvez reposer votre question parce qu'on ne vous a pas entendu? Monsieur Traoré, on veut vous entendre. Là, je crois qu'il y a un problème technique. Malheureusement, on ne peut pas vous entendre. Et je passe donc, comme on a très peu de temps, je passe à la question suivante. C'est Clément Schneider souhaitait prendre la parole. Oui, bonjour Monsieur Hirsch, Clément Schneider, alumni de l'INSEC San Francisco et cofondateur d'une start-up dans l'interprétariat médical. Je vous avais beaucoup parlé d'introduction de nouveaux process et d'innovation pendant cette crise. Je voulais savoir, et surtout pour la PHP, la population parisienne qui est très allophone, comment s'est passée la transition au niveau de la communication avec les patients allophones et quelles sont les solutions que vous envisagez de mettre en place pour assurer justement la communication avec ces patients-là? Pardon, j'avoue que je ne sais pas ce que c'est un patient allophone. C'est un patient qui parle peu français, qui a besoin d'un interprète. Voilà. Alors, ce qu'on a fait là pendant la crise, assez amusant, si je puis dire, je vous expliquais le système de suivi à domicile des patients. Et dans les volontaires qui assuraient cette plateforme qui s'appelle Covidom, certains se sont aperçus qu'il y en avait 20% de pertes. Et donc, ils se sont intéressés aux 20% de pertes. Et alors, c'est assez drôle parce que plutôt que de nous embêter en disant ou de nous critiquer, ils se sont dit on va se démerder nous-mêmes. C'était je crois un consultant d'une grosse boîte de conseil qui était venu là-dedans. Et avec quelques copains, ils ont dit on va leur traiter le problème. Et ils ont monté, sans nous le dire, une plateforme à côté. Et ils sont aperçus que parmi eux, il y avait beaucoup d'allophones. Donc. Et donc, ils ont recruté des volontaires. Et puis, un jour, ils m'ont invité en disant tenez, on va vous voir comment vous êtes passé de 80% à 97%. Et je me suis retrouvé dans une plateforme où il y a des gens qui parlaient à peu près toutes les langues asiatiques, arabes, plus les langues indo-européennes. Et donc, on a monté ils ont monté pour nous un système absolument super comme ça. Donc, ça, c'est voilà le meilleur exemple que je peux avoir en réponse à votre question.
Ensuite, on a quelques expériences de tablettes, d'interprétariat, etc., qu'on a dans l'API, que je ne connais pas par cœur, mais on en a quelques-unes. D'accord, merci. Alors, je crois qu'on arrive presque à 18h57. Donc, on est à 56, donc s'il y a une question en 20 secondes et une réponse en 40 secondes. Alors, il y a Julien Gougereau qui souhaite prendre la parole. Oui, vous m'entendez? Oui. Alors, en fait, moi, ça serait par rapport à Mayotte, parce que je sais qu'en ce moment, moi, je viens de Mayotte, de base, et je sais qu'en ce moment, Mayotte, c'est un pays, enfin, c'est un département qui est assez catastrophique par rapport à la maladie. Et je voulais savoir s'il y a des moyens qui vont être pris ces prochains jours là-bas directement, surtout par rapport il me semble, c'est au lit de réanimation. Il me semble qu'il n'y en a que 16 sur 400 000 habitants à peu près. Alors, oui, il y a plusieurs choses. La première, on est en appui à Mayotte pour les aider à ouvrir rapidement un établissement pour qu'ils puissent faire ce que nous, on a fait au printemps dernier, c'est-à-dire qu'on avait un bâtiment entier qu'on avait prévu d'ouvrir en septembre et qu'on a ouvert le 8 avril. Et donc, on a accéléré tous les travaux, toutes les visites de sécurité, etc., pour qu'il ouvre plus vite. Et donc, il y a à Mayotte, il y a également un bâtiment qui était censé ouvrir dans quelques mois, je crois. Et donc, nos équipes aident les équipes de Mayotte via l'Agence régionale de santé pour leur permettre d'accélérer l'ouverture. Ça, c'est la première chose. On envoie quelques renforts. L'autre jour, je voyais un infirmier qui partait le lendemain à Mayotte. Donc, on envoie quelques renforts. On ne peut pas en envoyer beaucoup, nous, d'Île-de-France, parce qu'on va être sous forte tension. Là, d'ailleurs, c'était quelqu'un qui travaillait dans un de nos hôpitaux. On a des hôpitaux dans d'autres régions. C'était un hôpital de Nouvelle-Aquitaine. La troisième chose, des évacuations sanitaires sont assurées via La Réunion. Et donc là, en revanche, on a envoyé des renforts à La Réunion pour pouvoir ouvrir des lits supplémentaires pour récupérer des patients de Mayotte. Voilà, pour ce qui nous concerne, nous, puis ensuite, il y a d'autres actions qui sont conduites par d'autres, mais qui sont faites pour le faire. Et nous, on est d'autant plus motivés pour aider que en avril dernier, on a appelé à l'aide et qu'on a eu l'aide d'autres régions vers nous, donc on sait ce que ça fait. Et donc, depuis, on a beaucoup aidé cet été la Guyane, par exemple, et quelques autres régions. On a accepté des transferts d'autres endroits en disant on rend ce qu'on nous a donné, qui est souvent une bonne manière de faire. Merci infiniment d'être obligé de vous quitter. Merci de vos questions, merci de votre écoute, merci. Et puis, voilà, faites des choses utiles dans la vie. Personne ne vous en voudra. Et il y a pas mal de choses utiles à faire dans la vie. Au revoir. Merci à Pierre Monvelat de m'avoir permis de faire ce temps d'échange et je file. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Merci à vous. Au revoir. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.